Des banquiers suisses ont trouvé un moyen légal, propre et extrêmement rentable pour arnaquer le royaume de France. Leur secret? 30 petites filles genevoises. Pas de violence, pas de fraude, juste des maths. Cette histoire, c'est celle des 30 immortels de Genève. Et elle commence comme toutes les bonnes arnaques, avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'argent. On est en 1778. Louis XVI est roi de France depuis 4 ans, et il a un gros problème. En fait, il vient d'essayer de rentrer dans la guerre d'indépendance américaine. La raison, c'est que c'est contre les Anglais. Et à l'époque, emmerder les Anglais, c'est un peu le sport national. Sauf que la guerre, ça coûte des bateaux, des soldats et des canons. Et Louis XVI, il a pas d'argent. Enfin si, il en a, mais pas assez. Et surtout, il peut pas augmenter les impôts. Parce qu'on est 11 ans avant la Révolution, donc l'ambiance est déjà hyper tendue. Donc il appelle son ministre des Finances, un certain Jacques Necker. C'est un banquier genevois qui a travaillé dans les plus grandes banques du monde. Il est réputé pour être le Mozart de la finance. Et il lui dit, mon petit Jacques, il faut que tu nous trouves du pognon. Donc Necker, il a une idée qui existe depuis longtemps, mais qui va pousser beaucoup plus loin que les autres. Ça s'appelle la rente viagère. Imaginez, vous avez besoin de 1000 euros. Vous frappez à la porte de votre voisin et vous lui dites « Tu me donnes 1000 euros, et moi, je te rends 100 euros par an jusqu'à ce que tu meurs. » Normalement, votre voisin y réfléchit, et il se dit que s'il vit encore 10 ans, il récupère sa mise, mais s'il en vit 20, il peut la doubler, et s'il en vit 30, il peut même la tripler. Même si personne ne le dit comme ça, c'est un peu comme faire un pari, mais sur la date de sa mort. Un placement classique, ça rapporte à peu près 5%. Mais le taux que Necker va proposer va jusqu'à 10% par an. Donc évidemment, les gens se précipitent, parce que tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Et grâce à ça, l'État récupère des centaines de millions de livres en quelques années. Donc les vaisseaux de guerre sont financés, et les Anglais, ils ont pris une grosse branlée en Amérique. Donc tout le monde est content, mais surtout les banquiers. Parce qu'un groupe de banquiers genevois vient de regarder les conditions du contrat de très près, et ils ont trouvé quelque chose. Le truc avec Necker, c'est qu'il a proposé 10% par an à tout le monde, sans regarder l'âge du souscripteur, et surtout, personne ne vous oblige à souscrire la rente sur votre propre tête. Donc vous pouvez choisir n'importe quelle personne vivante. Ça peut être votre fils, votre voisine, même le roi. La rente, elle sera versée jusqu'à la mort de cette personne, et pas la vôtre. C'est là que les banquiers genevois ont eu leur moment de génie. Ils embauchent des médecins, des démographes, des mathématiciens, des gens dont le seul boulot sera de répondre à une question: sur quelle tête est-ce qu'on place la rente pour qu'elle dure le plus longtemps possible? L'homme clé de cette opération s'appelle Louis Audier. C'est un médecin genevois qui est un visionnaire. Avec son équipe, ils vont éplucher tous les registres d'état civil de la ville de Genève. Et grâce à ça, ils vont construire des tables de mortalité. D'abord par âge, puis par sexe, par famille, par situation sociale. Ils vont croiser les données, ils vont faire des stats, et ils arrivent à plusieurs conclusions. D'abord, les femmes vivent plus longtemps que les hommes, donc on choisit principalement des filles. Deuxième conclusion, les maladies infantiles, ça tue surtout avant 3-4 ans. Donc un enfant qui a passé ce cap a statistiquement une espérance de vie maximale. Troisième conclusion, on les choisit dans des familles aisées, avec des parents sains et une bonne généalogie. Et puis tant qu'à faire, on les prend dans l'entourage des banquiers eux-mêmes, parce que comme ça, c'est des gens qu'on peut surveiller. Et pour montrer sa confiance totale dans le système, Louis Audier, le médecin conseil, y mettra sa propre fille. Une fois qu'une fillette est choisie, les banquiers payent ses frais médicaux intégralement. Et rapidement, toute la ville sait qui elle est, parce qu'on publie son nom dans des listes de souscription. On raconte même que si elle attrape une fièvre, tout Genève est au courant, et la panique peut s'installer comme pour une action cotée en bourse. C'est d'ailleurs pour ça que les historiens parlent d'existence passablement retenue, ce qui est une manière polie de dire que ces filles grandissent sous cloche, et que leur vie elle est pensée pour limiter les risques. Et pour les quelques fois où c'est des garçons qui ont été choisis, les banquiers vont encore plus loin. Ils leur versent une petite pension régulière en échange d'un engagement écrit de ne pas quitter le pays, de ne pas s'engager dans l'armée, et de ne pas faire de carrière dangereuse. En gros, on paye un jeune homme pour qu'il reste tranquillement chez lui, et qu'il n'aille pas mourir à la guerre. C'est une forme de risk management, mais appliquée à des enfants. Et si vous vous posez la question, évidemment, les fillettes, sur qui on pose la rente, elles touchent rien. Et les banquiers ne s'arrêtent pas là. Parce qu'il reste un problème, un seul d'ailleurs. Si une des fillettes meurt à cause d'un accident, d'une maladie, ou juste de la malchance, l'investisseur qui avait tout misé sur elle, il perd tout d'un coup. C'est le risque résiduel du système. Et ce risque, les Genevois vont l'éliminer aussi. Leur solution, c'est de pas miser sur une seule tête, mais d'en mettre 30 dans un panier. Vous achetez des parts du panier. Si une fillette meurt, votre rente baisse d'un 30e, pas davantage. Les 29 autres continuent de vivre, de vieillir et de faire courir les versements. C'est juste de la diversification de portefeuille, hein. C'est exactement ce que font les fonds d'investissement aujourd'hui quand ils répartissent le risque sur des centaines d'actions et qui vous vendent des ETF. Sauf qu'ici, les actifs ont un prénom, une adresse et même un médecin qui est payé par les investisseurs. Et ce système, il marche. 10 ans après la première souscription, sur les 30 filles choisies pour le grand emprunt français, seulement une est décédée. L'État avait prévu 20 ans de versement. Il en est à 10, les investisseurs ont déjà récupéré leur investissement, et pourtant, ils pourraient continuer d'encaisser pendant encore 40 ou 50 ans.
En voyant leur rentabilité, les banquiers genevois investissent plus de 100 millions de livres, ce qui correspondrait à plus d'1 milliard d'euros actuels. Cet argent, il est collecté auprès de riches clients, de petits épargnants, mais surtout grâce à des emprunts qui sont faits à l'étranger. Rapidement, tout Genève investit, tout le monde gagne, et c'est logique parce que ce plan, il est parfait. Et peut-être même un peu trop. Bon, là c'est le moment où je vous parle de ma théorie du complot personnelle. J'ai vu personne en parler, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais Jacques Necker, avant d'être ministre, c'était un banquier genevois. Et il travaille pour une banque qui s'appelle Girardot. Et bizarrement, la banque Girardot, c'est aussi celle qui a investi le plus dans les rentes viagères, avec un total de plus de 14 millions de livres. Coïncidence? Honnêtement, ça pourrait. Mais j'ai remarqué un autre détail. C'est qu'à l'époque des rentes viagères, le directeur de Girardot, c'était Louis Necker, le frère de Jacques. Donc à partir de là, tout s'illumine, et l'arnaque est claire. Tant que Jacques Necker est ministre des Finances, il peut émettre autant de rentes viagères qu'il veut, avec des taux de rentabilité indécents. Il donne l'info à tous ses complices, et ensemble, ils empochent le pactole. Et honnêtement, bien joué à eux, parce que le plan est parfait, et l'État est condamné à leur reverser une fortune chaque année, et pendant encore au moins un demi-siècle. Ou plutôt, jusqu'à ce qu'ils puissent plus. Parce qu'on arrive en 1789, et la France explose. Vous savez, le peuple qui gronde, la prise de la Bastille, tout ça. Mais ce que l'histoire retient moins, c'est que la Révolution, c'est aussi et surtout une crise financière massive. L'État français est en faillite, donc il n'a plus les moyens de payer avec une vraie monnaie. C'est pourquoi il invente l'assignat, un bout de papier censé valoir de l'argent garanti par les biens qui ont été confisqués au clergé. Et au début, ça tient. Et puis l'inflation s'emballe, notamment parce que la France, elle est en guerre contre toute l'Europe en même temps. Et notamment l'Angleterre, à qui ça devait probablement faire plaisir de nous emmerder, mais retenez juste que les dépenses militaires sont colossales. Alors on imprime des assignats pour payer, et on en imprime encore, et encore, et en quelques années, l'assignat perd 95% de sa valeur. Donc concrètement, vous êtes un banquier genevois, vous avez souscrit pour vos clients à des rentes à 10% sur des fillettes, l'État lui, il vous verse toujours vos 100 livres, mais ces 100 livres en assignat, ils valent maintenant l'équivalent de 5 livres réels. Donc ça commence sérieusement à puer cette histoire. Et ça devient encore pire en janvier 1793, parce que Louis XVI monte sur l'échafaud. Ce jour-là, 400 000 livres de rente reposent sur sa tête. Parce que beaucoup d'investisseurs avaient parié sur la vie du roi. Déjà parce que ça évitait d'avoir à produire des certificats de vie qui étaient très coûteux à l'époque, et parce que franchement, qui pourrait bien tuer le roi de France? Quand la guillotine tombe, toutes ces rentes s'arrêtent instantanément. Et c'est à peu près à ce moment-là que Pierre-Joseph Cambon, le grand argentier de la Révolution, décide d'en finir avec ces histoires de rente. Il va indemniser les investisseurs en leur donnant des assignats. Sauf que ces assignats, ils n'ont plus aucune valeur. Donc que ce soit les riches clients, les petits épargnants, les prêteurs à l'étranger et même les banquiers, tout le monde se retrouve en faillite. Mais pendant ce temps, quelque part à Genève, une fillette choisie en 1780 pour sa robustesse et sa bonne généalogie, elle continue de vivre. Elle vit la Révolution, Napoléon, la Restauration, Louis-Philippe et même le Second Empire. Son nom, c'est Anne-Jeanne Jolivel. Elle meurt en 1863 à 86 ans. Longtemps après que l'État qui devait lui survivre s'est effondré. Longtemps après que les banquiers qui avaient parié sur sa tête sont morts ou ruinés. Longtemps après que tout ce système a disparu, elle a survécu à tout le monde.